Bonjour, vous voyez ce bâtiment? Il se trouve sur la place Lubyanka à Moscou. C'est le quartier général historique du NKVD créé en 1934. Le NKVD, c'est le commissariat du peuple aux affaires intérieures, qui sera remplacé par le terrible KGB 20 ans plus tard. Le NKVD sera impliqué dans des opérations massives de déportation de minorités ethniques, responsable de l'exécution d'environ 700 000 personnes, responsable du massacre de Katyn où environ 22 000 Polonais furent exécutés d'une balle dans la nuque. À l'intérieur des murs, il s'est passé des choses que les Russes aimeraient oublier. Une des périodes les plus sombres du XXe siècle. La période infernale des Grandes Purges, appelée aussi la Grande Terreur, période stalinienne, où la répression politique emprisonna, tortura, assassina ses propres camarades pour des raisons plus ou moins obscures. Un des camarades pourtant en réchappa miraculeusement. Tout a été consigné scrupuleusement dans un dossier, le dossier P85-94. Lorsqu'on ouvre ces pages, on y trouve une partie de la vie d'un des plus grands héros soviétiques du XXe siècle. Un alpiniste des hautes montagnes enneigées du Caucase et du Pamir. Le héros avait un frère, lui aussi fierté de tous les soviétiques. Ils s'appelaient les frères Abalakov et ils ont été presque oubliés dans leur propre pays. Voilà, c'est une bonne question. Bon, il commence la montagne parce que à côté de Krasnoyarsk, il y a ces fameux rochers, les Stolboué, où il y a quelques grimpeurs. C'est les débuts de la VARAP en URSS, très confidentiel. Alors, il faisait des incroyables au début de traversée de la taïga dans les monts Sayan, notamment. C'est pas de l'alpinisme, mais à l'époque, c'était comme s'engager à la machette en Amazonie. Vous partiez des semaines, vous enfonciez dans la taïga, il fallait pêcher, chasser, manger des baies. Après, ils construisaient des radeaux, ils descendaient des rivières pour retrouver la civilisation. Enfin, c'était des aventures incroyables dans la taïga sibérienne. Krasnoyarsk. En 1906, c'est une petite ville faite de cabanes en bois, au cœur de la Sibérie centrale. Les frères naissent à une année d'intervalle. D'abord Vitali Mikhailovitch Abalakov, puis l'année suivante, en 1907, Evgeny Mikhailovitch Abalakov. La mère des deux garçons meurt en couche lors de l'arrivée du deuxième. Le père décédera 2 ans plus tard. L'oncle, un commerçant bien implanté, les élève dans une belle maison bourgeoise. Cette origine dite bourgeoise va devenir pour cette famille, dans l'Union soviétique post-révolutionnaire, un stigmate dangereux. En 1920, dans la fièvre d'Octobre Rouge encore ardente, l'oncle est emmené par les nouveaux maîtres du pays. Il est considéré comme un ennemi de la révolution. Vitali et Evgeny s'opposent aux révolutionnaires et seront de justesse sauvés de la rafle grâce à l'intervention de leur tante. L'oncle sera remis en liberté quelques mois plus tard, mais en évitant de peu l'exécution. Dorénavant, les origines bourgeoises seront cachées. Dans cette Sibérie centrale au paysage relativement plat, la vie continue et les deux adolescents vont découvrir une passion commune, l'escalade des stolbis, formation rocheuse spectaculaire qui pointe comme des tétons au-dessus de la cime des arbres. Ces colonnes de roches vont devenir un lieu régulier d'entraînement. Les frères ouvrent des minuscules voies dans les fentes des falaises de mousse et de lichen. Le style est récréatif, insouciant, et rien ne semble prédestiner ces deux enfants du Yenisseï à devenir les pionniers d'un alpinisme au service d'un empire. Les années passent et en 1924, il est temps de partir étudier à Moscou. Vitali se forme comme ingénieur chimiste à l'Institut de technologie de Moscou, tandis qu'Evgeny étudie la sculpture et le dessin aux Beaux-Arts. À cette époque, l'alpinisme devient un sport valorisé par le régime. Il incarne l'idée de la conquête des éléments par l'homme socialiste et les clubs de montagne se multiplient. Les Abalakov, avec leur passé de VARAP, s'y engagent avec passion. Ils gravissent d'abord les petites montagnes d'Eurasie, puis se distinguent dans des ascensions de plus en plus ambitieuses. Ils incarnent une nouvelle génération de grimpeurs soviétiques, endurants, patriotes, disciplinés et surtout utiles au régime. Sont-ils réellement séduits par cette vision utopiste de l'ordre nouveau? Le pays semble en tout cas l'accepter et lorgne sur leur talent. Un Vitali, ingénieur visionnaire, est parfait pour les ambitions industrielles du pays.
Un Evgueni, talentueux artiste, peut sculpter des œuvres révélant toute la force et la puissance de l'idéal communiste. Et les deux frères alpinistes peuvent partir à la conquête des sommets les plus hauts, là où patiente la dépose des lourds bustes de Staline ou de Lénine, scrutant au loin l'horizon des vastes plaines de Sibérie et de la capitale. Les deux hommes, musclés et trapus, sautent dans les trains qui les emmènent dans les montagnes du Caucase et du Pamir. Valentina, grimpeuse de Stolby et amour de jeunesse de Vitali, rejoint Moscou, épouse l'aîné et grimpe aussi dans les trains pour participer aux ascensions où le trio apprend à manier cordes et mousquetons. Ils vont gravir ensemble ce que l'histoire retient comme l'ascension fondatrice. Le Dikto, deuxième sommet le plus haut du Caucase. L'exploit fait grand bruit à Moscou et dans toute l'URSS. Le trio a montré des talents incroyables d'ascension, munis d'un matériel sommaire avec une simple corde de pompier et seul Vitali porte des crampons. À l'époque, c'est des crampons qui sont un petit peu bricolés parce qu'ils n'ont pas de matériel comme en Europe. C'est complètement nouveau, hein, l'alpinisme dans ces régions-là. D'ailleurs, ils ne l'appellent pas le caucasisme, ils l'appellent l'alpinisme, ça vient d'Europe. Et le matériel n'a pas forcément suivi. Et puis, la Russie, c'est la révolution, complètement autre chose à faire à l'époque que de s'intéresser à l'ascension des montagnes. Donc, ils bricolent ça. Et les crampons n'ont notamment pas de pointe avant à l'époque. C'est-à-dire que vous êtes obligé de cramponner avec le plat de la semelle si vous voulez accrocher en tordant beaucoup la cheville d'ailleurs, si tant est que le crampon qui est relié par une lanière ne se détache pas, ne coulisse pas. Vraiment tout ça c'était de l'alpinisme presque à main nue, quoi. Et les cordes, elles existaient bien sûr, mais c'était des cordes de chanvre, c'est-à-dire en chanvre, pas des cordes dynamiques comme aujourd'hui. Il n'y a aucune élasticité. Si vous tombiez avec un facteur de chute assez important, vous risquez de vous briser la nuque avec le choc. Par ailleurs, il n'y avait pas de baudrier, donc vous vous attachiez comme vous pouviez au buste en général. Bon, tout ça était un alpinisme des débuts qui n'a rien à voir avec ce qu'on pratique aujourd'hui. L'exploit vient de s'écrire sur la première page du livre de leur légende naissante, avec une photo qui deviendra le symbole d'une fraternité déchue, pourtant gorgée de promesses et de futurs exploits. En 1933, une quarantaine d'unités est constituée par Nikolai Gorbounov, secrétaire du Conseil des commissaires du peuple, pour aller conquérir les sommets du RSS. Evgueni est recruté dans l'unité 29 pour aller à l'assaut du pic Staline, actuel pic Ismaël Samani, dans le Pamir tadjik. Vitali, lui, n'a pas été convié. Culminant à 7495 mètres, le pic Staline est le sommet le plus haut connu de l'URSS et surtout n'a jamais été foulé. Les conditions de l'ascension sont dantesques, la logistique encore rudimentaire, mais les alpinistes à rude épreuve. Evgueni atteint seul le sommet, dans une ascension héroïque, devenant le premier soviétique à dépasser les 7000 mètres. Gorbounov écrit immédiatement un télégramme. Moscou, Kremlin, pour le camarade Staline, j'ai la joie de vous annoncer que le plus haut sommet de l'URSS, qui porte votre nom, a été conquis. L'exploit devient un outil de propagande. Les journaux titrent « L'homme soviétique au-dessus des nuages ». Le nom du pic lui-même, Staline, témoigne de la volonté du pouvoir de lier l'alpinisme à la glorification du chef suprême. Evgueni devient le héros du peuple quand son frère lit ses exploits dans les journaux depuis son usine de Moscou. L'année suivante, un autre camarade se passionne pour les hauts sommets, Nikolai Krylenko, commissaire du peuple à la justice, est bien connu pour avoir déporté des millions de paysans, emprisonné les opposants politiques et tant d'autres procès expédiés. Il monte une équipe militaire et convie les frères Abalakov à partir à l'ascension du pic Lénine, un peu plus à l'ouest et un peu moins haut que le pic Staline. Dans l'URSS des années 30, chaque expédition a un objectif, le plus souvent scientifique. Les hommes emportent un laboratoire physiologique et aussi un buste de Lénine, tout ça devant être installé au sommet. Mais la première tentative est un échec. Krylenko n'est pas suffisamment entraîné et les militaires sont obligés de redescendre. La fin de saison approche et Krylenko doit repartir aux affaires du pays, mais missionne quand même les deux frères d'aller réussir le sommet quand les portes météo s'ouvriront. Ce sera chose faite le lendemain. Une cordée se met en place et s'élance à l'assaut des pentes. Elle avance vite quand un des militaires stoppe l'ascension vers 6600 mètres d'altitude. Il souffre d'engelure, ne peut plus bouger et doit être redescendu. Un des deux frères doit accompagner la victime. Ce sera Evgueni. Vitali poursuit l'ascension avec deux autres camarades et plante le buste de Lénine
au sommet. 1934 est son année, l'année où lui aussi accède à la notoriété et à la une des journaux. Après ces années de gloire, les frères entament des mois au service du régime. Vitali est père pour la première fois, quand Evgeny profite d'une vie festive à Moscou avec sa compagne Anna. L'année 1935 marque le début des missions de reconnaissance et de prospection dans la chaîne du Turkestan. Une vie pour le régime, mais une vie d'aventure, de voyage, de glaciers et bien sûr de sommets. Ça c'est une expédition vraiment étonnante parce qu'à l'époque c'est des expéditions d'État, c'est pas eux qui choisissent les objectifs, on leur donne un buste de Marx, de Staline ou de Lénine à porter au sommet. C'est des grosses expéditions, c'est assez lourd, on leur colle un commissaire politique. Et là en 1936, on ne sait pas pourquoi, on les laisse partir tranquillement. Alors à la fin de l'été, c'est-à-dire qu'on les a utilisés pendant tout l'été pour faire de la prospection minière en montagne. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont mérité leur excursion. Et alors là, c'est beaucoup plus qu'une excursion évidemment, puisqu'ils s'attaquent à un des 7000 de l'URSS, de l'ex-URSS, qui s'appelle le Khan Tengri. Et ils partent, alors pour le coup très tard, quoi. C'est la fin août. Ils vont être en altitude seulement en septembre. Ils sont pas nombreux. Ils sont juste entre copains. Il n'y a pas de buste de Mao, pas de buste de Marx, donc il y a une logistique assez faible, même si en fait ils ont eu un petit pécule, quelques sous de je sais plus qui à Moscou, d'une organisation étatique bien sûr qui supporte l'alpinisme. Et donc ils se lancent très tard à l'ascension de ce sommet qui a la particularité d'être très au nord. C'est le 7000 le plus au nord de la planète. Et donc à altitude égale, a priori il y fait plus froid et notamment l'hiver arrive plus tôt, à l'automne. Et c'est dans ces conditions un petit peu compliquées qu'ils s'engagent sur la montagne et ça va tourner un peu au désastre. C'est durant cette période que les deux héros vont rencontrer les alpinistes de l'autre bloc. Des Suisses, des Allemands, des Français, des Américains, mais qui n'ont pas la même vision de grimper. En URSS, les directives sont claires. Pas de contemplation. Du minerai. On grimpe pour les affaires du pays, pas pour admirer les cimes enneigées. Mais une fois sur la montagne, les hommes se reconnaissent d'une même trempe. En 1936, les frères préparent une nouvelle expédition. Un premier groupe saute dans un train pour traverser les plaines. Il y a bien sûr Evgeny, Gutman et le Suisse Saladin. Vitali, lui, diffère son départ. Il est absorbé de plus en plus par son métier d'ingénieur qui lui permet de travailler sur les équipements et le matériel d'alpinisme. À Moscou, le ciel politique devient de plus en plus gris. L'orage des purges approche. Le train permet de sortir de cette zone de turbulence et de pointer en direction du Khan Tengri, dans les montagnes célestes du Tian Shan. Vitali rejoint la troupe au milieu du mois d'août qui s'est étoffée d'un 5e compère, Dadiomov. Les hommes attendent encore des autorisations administratives pour grimper. Les choses commencent à tourner bizarrement. Après la paperasse, il faut rejoindre maintenant les premières neiges, alors que la saison d'alpinisme touche à sa fin et que les autres équipes d'alpinistes redescendent dans les vallées. L'approche va être périlleuse. Les chevaux se blessent jusqu'au sang en traversant le labyrinthe de Sérac. Fin août, le 29 précisément, la troupe croise une équipe qui redescend. Là-haut, c'est l'enfer. Le froid, c'est l'ennemi. Vers 5600 mètres, c'est une tempête qui fond comme un aigle sur les tentes des 5 alpinistes. Un jour de perdu. Le 3 septembre, vers 6600 mètres, les hommes souffrent de plus en plus d'un froid intenable. C'est le début des engelures. Mais l'équipe monte et atteint le sommet 2 jours plus tard. Au-dessus d'une mer de nuages, ils sont les rois du monde. Des rois pourtant engourdis, épuisés, avec qu'une hâte, commencer la descente. Cette descente qui va virer au cauchemar. Saladin est épuisé, ses forces le quittent. Dadiomov n'est pas mieux. Rien n'est cohérent dans cette descente durant laquelle une corde est perdue et la tente salvatrice introuvable. On la trouve finalement et les 5 fantômes s'engouffrent à l'intérieur avant que des rafales et des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés poussent la mince couche de tissu sur les visages déshydratés. Le 6 septembre, des hallucinations apparaissent. On entend couler des rivières alors que tout autour, tout est gelé. Dadiomov attend dans la tempête, assis dans la neige, un soleil pour se réchauffer et supplie qu'on l'abandonne ici. Vitali, lui, a endommagé une botte, terrible déconvenue avec les températures qui lui lacèrent les chairs. Gutman voit son sac emporté par une bourrasque et tente de le rattraper. Il dévisse, chute et on le récupère dans un sale état. Les mains de Vitali noircissent, les pieds de Dadiomov et de Saladin aussi. La gangrène gagne du terrain. Il est urgent de retrouver des températures acceptables. Seul Evgeny est épargné par le mal qui frappe de partout la petite troupe. C'est lui le héros de la descente.
s'occupant tour à tour de ses compagnons, les hydratant, les frictionnant, les déshabillant pour la nuit. Les jours passent et la nécrose des membres, des phalanges et des pieds dégage une forte odeur de putréfaction. Le 11 septembre, les 5 naufragés atteignent enfin les températures tièdes et l'herbe verte. La caravane des porteurs les a retrouvés, mais la descente est encore pénible et compliquée. Saladin, le plus mal en point, va basculer de son cheval et mourir de sa chute le 15 septembre. Les autres, à part Evgueni, se verront amputés de certains de leurs membres. Vitali perd à 31 ans, 8 phalanges aux mains et un tiers de son pied gauche et gagne, si je puis dire, une carte d'invalidité. Il va regretter toute sa vie cette maudite ascension. D'autant plus que son petit frère Evgueni repart dépenser le solde du budget de l'expédition quelque part au Kirghizistan et reçoit les honneurs de Moscou pour sa sculpture L'Alpiniste sans même rendre visite une seule fois à son grand frère. L'amour fraternel vient de prendre un sacré coup de massue. La purge commence en 1937. Vitali est à Moscou avec son épouse et son fils. Durant l'année, il voit les rafles s'intensifier jusqu'à percer dans le milieu très fermé et protégé pourtant de l'alpinisme. Les grimpeurs doivent eux aussi rendre des comptes. Les têtes tombent et en 1938, en pleine grande terreur stalinienne, Vitali est arrêté par le NKVD. L'accusation espionnage, trahison, sabotage. Comme des milliers d'intellectuels scientifiques et militaires, il est victime d'un système où les dénonciations suffisent à condamner. Valentina attend devant les portes de l'immeuble cossu, puis renie son mari pour ne pas plonger avec lui et risquer de rendre orphelin le seul fils du couple. La seule chose dont elle est sûre, c'est qu'elle ne sait absolument rien du destin de son héros dans les murs de la Lumbianka. Vitali va subir jour après jour interrogatoires, détentions, privations, et pourtant il résiste. Peut-être les hauts sommets l'ont-ils entraîné à la souffrance et à se forger un mental d'acier. Durant tous ces longs mois, son frère Evgueni n'a jamais été inquiété, encore sous la bonne étoile qui veille sur lui. Il vient au flanc de la prison de Tagan, où Vitali passe la plupart de sa détention. Il attend devant les portes, dans le froid, avec des colis, avec des lettres, mais même son statut de héros n'y change rien. Malgré l'absence de preuves, le grand frère passe 2 ans en prison avant d'être relâché après un procès éprouvant. Evgueni et Valentina l'attendent dans les couloirs du tribunal, dans une indifférence totale, descendant les marches du palais de justice donnant sur une rue déserte et suivi par sa femme et son frère. Vitali est enfin un homme à nouveau libre. Le traumatisme est profond, il n'en parlera d'ailleurs jamais. Il n'écrira rien sur cette période sombre de sa vie. Il vient de sortir de prison et il n'a pas le choix. Il faut nourrir une famille et retrouver un peu le goût de la vie. Il reprend son travail avec une détermination inébranlable, plus discret, mais toujours aussi innovant, le regard tourné vers les montagnes qui l'attendent. Finalement, après cette période de purge, Vitali s'en sort bien et Evgueni encore mieux. La Grande Guerre a éclaté et la période 1940-1944 est peu documentée sur leur vie. On sait que Vitali a voulu partir au front, mais s'est fait retoquer à cause de son invalidité. Quant à Evgueni, il a rejoint un bataillon pour défendre le front à l'Est, combattre toute incursion des Allemands, qui veulent faire la peau aux juifs et aux communistes. En 1945, Vitali reprend un peu du poil de la bête. Il s'éclate dans son travail d'ingénieur, concepteur, inventeur dans un institut de recherche pour la culture physique. Et un deuxième enfant arrive dans la foulée. Et aussi un premier pour Evgueni, toujours en couple avec Anna. Les hommes redeviennent alpinistes. Des premiers voyages au Caucase signent le retour des ascensions. Evgueni est toujours au sommet de son art et parle de conquérir des 8000 quand Vitali s'habitue à grimper avec ses moignons. Durant l'été 47, le petit frère va atteindre ses derniers sommets. Quelques mois après, en mars 1948, Evgueni est retrouvé mort à Moscou, officiellement à la suite d'une fuite de gaz accidentelle dans une salle de bain. Cela semble arriver souvent dans les grandes tours de la capitale. Mais les circonstances restent quand même obscures. Certains collègues affirment qu'ils menaient des recherches sur des zones sensibles du Pamir. D'autres évoquent des tensions avec les autorités. Je pense ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire que c'est un accident. Et c'est vrai, je comprends son fils. Moi, je suis allé voir son fils qui lui cultive des théories du complot à n'en plus finir, une rancœur contre le régime, il est persuadé que c'est des espions anglais, après il pense que c'est la main du KGB. En fait, c'est très difficile d'accepter qu'un aussi grand alpiniste, qu'un héros,
quelqu'un qui semble invincible meurt asphyxié dans sa salle de bain. C'est vrai que ça paraît improbable, ouais. Ça paraît très improbable, mais surtout que tu dis clairement en plus qu'il détectait justement la présence de... Quand l'air commençait à manquer, il le sentait, s'il avait un sixième sens quelque part. Bah, en tout cas, il a déjà été dans sa vie d'alpiniste, d'himalayiste, enfin en très haute altitude, confronté à des situations où, dormant dans des grottes de neige, sous des tempêtes qui viennent boucher la grotte, on se retrouve avec un air saturé en CO2 et en situation d'asphyxie, et il avait réagi à chaque fois comme il fallait. Donc c'est vrai que la description dans le rapport de police, j'ai retrouvé le rapport de police dans d'autres archives à Moscou, on n'apprend rien de plus finalement, sauf des détails chronologiques. Quand on lit cette histoire, Yevgeny Abalakov qui va prendre un bain, alors ils étaient à moitié ivres, hein, quand même ça il faut bien comprendre, c'est un élément clé de l'affaire je pense. Ils vont prendre une douche très tard dans une salle de bain moscovite qui est équipée avec les premiers ballons d'eau chaude, donc qui sont chauffés au gaz, avec une conduite peut-être défectueuse, en tout cas un conduit d'aération bouché, on n'en sait rien. La porte était-elle fermée, ouverte? Bon, c'est très, très confus. C'est vrai que ça ouvre la porte à des soupçons, à minima, des théories plus ou moins étranges et à mon avis très mal échafaudées. Moi, toutes les théories alternatives qu'on m'a présentées m'ont pas convaincu. Même le à qui profite le crime, enfin, Yevgeny Abalakov à l'époque, c'est la fin du régime stalinien. Yevgeny Abalakov, on est après un peu les purges, les grandes purges en tout cas. Il n'y a plus aucun intérêt, il n'y a pas d'intérêt à aller assassiner Yevgeny Abalakov. L'enquête n'aboutira pourtant jamais. Anna, sa femme, Vitali, son frère, et d'autres sont tous dubitatifs et ont la même conclusion. Tout ça ne tient pas debout. Sa mort reste une zone d'ombre, encore maintenant, symptomatique d'une époque où les héros pouvaient devenir suspects du jour au lendemain. Vitali, lors de l'enterrement, pleure son petit frère. C'est la dernière fois qu'il versera une larme en public. Après la mort de son frère, Vitali va continuer d'innover et il va être très prolifique dans le milieu de l'alpinisme. Il publie des manuels formant des générations de grimpeurs et conçoit ce qui restera son invention la plus connue, le fil d'Abalakov, une méthode d'ancrage dans la glace simple et géniale, utilisée partout dans le monde aujourd'hui et aussi en orthodontie. Il devient un patriarche de l'alpinisme soviétique, respecté, décoré, menant de multiples équipes sur les plus hauts sommets de l'URSS. Son équipe de Spartak s'attaque en 1905 au pic de la victoire, mangeuse d'hommes soviétique, surnommée le congélateur, référence aux températures extrêmes qu'on peut y trouver à son sommet. Abalakov est au sommet de son art et de son pic. Il revient de l'expédition en héros international d'un alpinisme mondialisé. Vitali bénéficie maintenant de la même aura de son petit frère Evgeny. En 1956, il raccroche ses crampons. Désormais, il supervise, conseille et regarde les autres grimper. En 1974, une effroyable tragédie va lui faire tout raccrocher. Durant cet été maudit, il encadre un camp international au pied du pic Lénine et autorise une troupe composée de 8 femmes de se lancer par beau temps à l'assaut de la montagne. Toutes périront après avoir été emprisonnées dans une monstrueuse tempête. Vitali ne s'en remettra pas et s'éloignera des montagnes qu'il a tant aimées. Il mourra en 1986, peu avant l'effondrement de l'URSS qu'il avait servi à sa manière, avec loyauté et lucidité. Les frères Abalakov aujourd'hui, en Russie, sont largement oubliés. Quand je dis largement, c'est-à-dire vous allez voir les jeunes générations, même celles qui pratiquent la montagne, peut-être qu'ils ont entendu parler d'Abalakov comme ça, mais c'est tout. Ceux qui ne pratiquent pas la montagne, jamais. Et il faut bien comprendre qu'en Russie et en URSS, c'était le cas aussi, l'alpinisme, c'est une activité très, très, très périphérique. Hein. La Russie, c'est plat. Hein. C'est la Sibérie, c'est les plaines de la Volga. Au pire, on fait un peu de randonnée dans l'Oural, mais l'alpinisme... il n'y a pas de culture alpine, même aux Caucasiens. Les Caucasiens ne pratiquent pas eux-mêmes l'alpinisme, ou alors ils ont commencé sous l'URSS quand les Russes sont arrivés, mais c'était des clubs assez confidentiels. Et les frères Abalakov, à l'époque, sous l'URSS, étaient très connus, mais c'est pas pour ça que les Russes pratiquent l'alpinisme beaucoup. Et donc aujourd'hui, en fait, ils s'y intéressent pas du tout. Alors en plus, Abalakov était un nom très connu à l'époque, parce que comme Vitali était ingénieur, il avait conçu beaucoup de matériel. C'était un peu le décathlon de l'époque soviétique. Tout était Abalakov, quoi. Les sacs Abalakov
Balakov, on avait un pantalon à Balakov, on avait un piolet à Balakov. Bon, bref, ça c'est une époque révolue évidemment. Donc en fait, la mémoire du nom à Balakov, elle a perduré plutôt en Europe. Ouais, c'est pas une vie de tout repos, hein. Mais c'est ça qui est fascinant dans leur parcours et qui m'avait aussi un peu décidé à me lancer dans l'écriture de ce livre, c'est qu'ils ont traversé le XXe siècle et tous les avatars politiques de la Russie, notamment ils naissent sous l'Empire, ils connaissent la Révolution, ils connaissent la période bolchevique, l'arrivée de Staline, ensuite l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht, les nazis, ils connaissent l'après-guerre, Khrouchtchev, Brejnev, et puis voilà, juste avant la catastrophe de Tchernobyl, la perestroïka d'Italie s'éteint. C'est quand même des vies incroyables qui forment un témoignage aussi à travers eux important de l'URSS, par le prisme bien sûr de la montagne, des neiges, etc. Mais moi j'ai aussi écrit ce livre parce que l'alpinisme, on peut pas systématiquement le voir comme une activité qui se passe loin du monde, hors du temps, à 6000 mètres, etc. Non, l'alpinisme il est lié, intimement lié au pays dans lequel il se déroule, au régime que subissent ou dont profitent les protagonistes. Enfin, vous pouvez pas décontextualiser l'alpinisme. Et évidemment que ces alpinistes sont le produit de ces régimes, de ces idéologies, etc., etc. L'alpinisme n'est pas hors du monde. L'alpinisme, c'est pas parce qu'il monte à 8000 mètres, qu'il s'affranchit un temps de ce bas monde, justement, qu'il ne subit pas, ou qu'il n'est pas, comment dire, le fruit et l'enfant de son époque. J'adore ce genre d'histoire, vous le savez. L'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, dans une courte vie, contribuent à nourrir la grande histoire de l'humanité. Qu'aurions-nous été à leur place? Qu'aurions-nous fait à leur place? Aurions-nous affronté les froids insoutenables, les engelures, les souffrances? Aurions-nous tenu bon face à l'oppresseur idéologique, l'autre qui veut annihiler notre liberté pour nous soumettre à son diktat? Les frères Abalakov ont marqué une époque où la montagne n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un champ de bataille idéologique, scientifique et symbolique. Ils ont affronté les sommets, le froid, la peur, mais aussi les suspicions, les procès et la solitude. Leurs noms résonnent aujourd'hui comme des pionniers oubliés, mais qui nous rappellent que l'équilibre individuel est toujours un jeu d'équilibre précaire et qu'il faut se battre pour elle, au sommet d'une montagne ou dans les rues de son quartier, qu'il faut avoir le courage de défendre sa liberté pour ne pas la perdre dans les prisons, mais plutôt la vivre sur les sentiers d'une montagne.